Retour sur le plateau de nos conversations. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Merci à vous de nous être toujours aussi fidèles. Avec moi en plateau, Myriam et Mickaël. Merci à vous d'être là. Et puis nous a rejoint Itzrik Krombi, directeur d'un centre d'emploi pour orthodoxes et puis auteur du livre. Attention, le titre annonce la couleur quand les Haredim seront majoritaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus d'orthodoxes rejoignent les camps de l'armée, mais ça n'est pas encore assez. Les Asmonéens, code, voilà les noms d'unités qui leur ont été fabriqués sur mesure et cela ne fait que commencer. Selon des sondages internes, 50% des orthodoxes sont déjà convaincus qu'ils veulent faire partie de la Startup Nation dans tout ce que cela comprend. Alors ce chiffre-là, il a l'air sympa. On peut s'y fier ? On voit qu'il y a effectivement de plus en plus de gens qui veulent prendre parti. Malheureusement, ça n'est pas encore très organisé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment les chiffres dans le monde réel. Au cours de... Je ne parle même pas de ce qui s'est passé avant le 7 octobre. Même depuis 1 an et demi, les nombres des ultra-orthodoxes qui s'enrôlent sont assez faibles. Alors il y a beaucoup de raison à cela. Il y a bien sûr des erreurs de la part de l'armée dans la manière que l'armée, dans les actions que fait l'armée pour essayer. Et je pense qu'en fin de compte, ça n'est pas vraiment le rôle de l'armée. C'est plus un processus très long. Il y a un processus qui dure depuis 75 ans où les orthodoxes sont dispensés. Donc c'est créé une grande communauté au cours des 75 dernières années. Cette communauté s'est habituée à ne pas s'enrôler. Et si on a un enfant dont le père ou le grand-père et les cousins ne sont pas enrôlés, si on leur dit tout d'un coup quelque chose a changé, eh bien il s'agit d'un changement social, pas seulement un changement de carrière ou de métier. Et or les changements sociaux doivent, on doit avoir une approche un peu différente. Alors bien sûr que tout le monde est obligé de s'enrôler, c'est quelque chose d'obligatoire, mais même un Israélien de Tel Aviv qui s'enrôle, alors bien sûr il le fait parce qu'il a reçu une convocation de l'armée, mais pas seulement à cause de ça, parce qu'il ressent une responsabilité, un devoir. Il y en a aussi qui essayent de passer ces 3 années vite fait, mais il y a beaucoup de gens qui sont convaincus, ils pensent que l'armée c'est quelque chose de sacré et c'est une responsabilité de citoyen. Et pour que cela fonctionne chez les ultra-orthodoxes, eh bien il faut agir dans les milieux sociaux, sur le terrain. Mais en fin de compte, il faut bien dire les choses. L'armée envoie des convocations, mais on en envoie très peu. Ensuite, voilà, un millier de personnes, et ne fait pas grand-chose ensuite. Ce que vous dites, Itzrik, c'est qu'il y a un problème d'une certaine passivité de la part des instances dirigeantes, que ce soit l'armée ou le gouvernement. Il n'y a pas suffisamment de mise à exécution des sanctions si jamais les personnes en question n'intègrent pas l'armée. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous mettre en place? Des petits trucs qui pourraient peut-être se mettre en place pour certains rapidement, pour d'autres qui prennent plus de temps, pour pouvoir arriver à ce changement sociétal. C'est un changement qui viendra de 3 choses à mon avis. D'un côté, il faut qu'il y ait des sanctions, puisqu'on en parle aujourd'hui, qu'il s'agit de sanctions pénales ou économiques, on peut avoir toutes sortes de débats. Mais en fin de compte, il faut dans un état de droit qu'il y ait des sanctions quand vous ne respectez pas la loi. Il faut aussi qu'il y ait des encouragements. Cela peut être des subventions pour faire des études, pour aller se lancer dans le marché du travail, des encouragements économiques. Et ce qui est au moins aussi important, c'est la 3e chose, c'est un environnement qui soutient ces gens-là. Moi, je m'occupe d'intégrer des ultra-orthodoxes dans l'université. On a des programmes spéciaux, on a des bourses. Donc énormément de choses qui sont faites pour encourager les gens à faire des études et leur offrir une plateforme adaptée. Malheureusement, dans l'armée, on le voit assez peu, en tout cas pas assez, et il faut faire plus d'efforts. On a aussi un projet qui s'appelle Tzabasha, qui est destiné aussi à aider les gens, à les accompagner dans le processus d'enrôlement dans l'armée. Mais en fin de compte, ce qui est vraiment important, vous avez dit qu'il y a
effectivement une hésitation de la part des dirigeants, ce sont les dirigeants qui doivent agir. Donc aussi bien du côté orthodoxe que de l'autre, personne ne veut vraiment trancher et ne veut vraiment agir. Et l'avenir nous dira ce qui sera. Il y a une proposition d'un rabbin francophone d'ailleurs, franco-israélien d'origine de France. Il propose de fonder une unité spéciale pour les orthodoxes qui soit complètement indépendante et qui respecte totalement les obligations, les habitudes religieuses des orthodoxes. Cette proposition, elle est intéressante et je vous repose la question que j'ai posée à notre précédent invité. Est-ce qu'il faut que l'armée, selon vous, se plie aux besoins, aux exigences des orthodoxes, sans exiger des orthodoxes de se plier à l'armée? Alors, dans le Talmud, il y a une discussion pour savoir si c'est d'abord le peuple d'Israël qui doit respecter les commandements et c'est alors Dieu qui nous accueillera, ou est-ce que c'est Dieu d'abord qui doit nous rapprocher et ensuite nous ferons les commandements. Et donc nous sommes les individus et c'est la majorité qui pense contrairement. Donc à mon avis, c'est un débat stérile parce qu'en fin de compte, les ultra-orthodoxes disent que l'armée s'adapte et ensuite nous viendrons, et l'armée dit mais vous ne venez pas, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous adapter? Il y a déjà aujourd'hui 27 unités spécifiques pour les ultra-orthodoxes dans le domaine de la technologie, du rabbinat, des unités combattantes. Il y a Netzach Yehuda, il y en a plein d'autres. Malheureusement, on a quelques dizaines de personnes dans chacun de ces programmes, donc très peu. Donc ça n'est pas là le problème. L'armée doit bien sûr s'adapter. À mon avis, il y a trop d'adaptation. On n'a par exemple pas de femmes du tout dans les bases. On ne peut pas gérer une armée de cette manière. Quand il y aura à un moment ou à un autre une officière qui ira dans une base et on lui dira vous ne pouvez pas entrer dans la base, ça n'est pas possible. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des adaptations. S'il y a des ultra-orthodoxes qui veulent préserver leur mode de vie, qui veulent s'isoler du reste de la société, eh bien il faut trouver les outils pour leur permettre. La question, c'est est-ce qu'on doit attendre que l'armée s'adapte et ensuite, quand l'armée sera complètement adaptée, on ira s'enrôler. Mais il y a des gens qui travaillent, des ultra-orthodoxes qui travaillent. Il y a énormément de femmes ultra-orthodoxes qui vont travailler dans le high-tech. Elles n'ont pas dit nous n'allons pas travailler tant que les entreprises ne seront pas adaptées. Elles ont dit nous devons gagner notre vie, donc nous allons travailler. Et une fois qu'elles ont trouvé un emploi, il y a eu des adaptations qui se sont faites. C'est toujours un peu compliqué, il y a des choses qui peuvent se faire d'autre part. Mais d'abord, elles ont dit, nous allons travailler. Intéressant que vous preniez l'exemple du high-tech, et puis c'est votre domaine. Reprenez-moi sur le chiffre s'il n'est pas exact, mais manifestement 4,4% des salariés du high-tech sont orthodoxes, c'est peu. Mais ça augmente au fur et à mesure des années. Ça veut dire que ce modèle-là, on peut peut-être le copier. Et le modèle que vous vivez et vous faites vivre au quotidien, on peut peut-être le copier. Est-ce qu'un autre modèle sur lequel on pourrait s'inspirer, ce serait celui des orthodoxes de diaspora? Est-ce que ces communautés-là, elles peuvent représenter, puisqu'elles représentent, elles vont travailler, les communautés de New York, de Paris, et qui sont orthodoxes, ils vont travailler, ils ne demandent pas forcément d'ajustement sur leur lieu de travail. Est-ce que c'est un modèle aussi là sur lequel on peut prendre l'exemple? Alors les ultra-orthodoxes, on dit toujours les ultra-orthodoxes travaillent tous aux États-Unis. Ça n'est pas vrai. Aux États-Unis, ça n'est pas vrai. C'est un peu différent à Londres ou en Europe, ou en France ou en Amérique du Sud. À New York, il y a des communautés très importantes où les gens étudient seulement comme ici en Israël, qui sont à Lakewood, à Monsey. Il y a des communautés de gens qui
étudient toute la journée. C'est différent parce qu'ils ne sont pas financés par l'État. Si vous voulez étudier, eh bien, c'est vous qui devez trouver les fonds. Mais ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne payent donc pas d'impôts. Mais on voit là-bas que le pourcentage des orthodoxes qui vont faire des études, qui vont travailler, eh bien, c'est un pourcentage bien plus faible que la population générale. Mais en Israël, la situation est plus complexe et ça s'est créé comme ça depuis 75 ans. Et c'est quelque chose qui dure depuis 75 ans, donc c'est plus difficile à changer. Et qui prendra plus de temps. Merci Itzik. Je voudrais recueillir les impressions de Michael et Myriam ici sur ce plateau. Michael, on commence avec vous. Cette comparaison avec le high-tech, elle est intéressante à faire, cette évolution potentielle. Oui, mais en même temps, alors si, effectivement, c'est une manière peut-être de mesurer une forme d'entrisme, mais en même temps, je trouve que ça n'a pas de lien, en fait, parce qu'au fond, le système de la high-tech n'a pas les mêmes prérogatives et les mêmes, on va dire, commandements que celui d'une armée. En réalité, ce qui manque dans ce débat, c'est tout simplement, au fond, qu'il y ait une grande réflexion qui soit posée entre les grandes instances pour tout simplement réfléchir sur ce qu'est un État. Qu'est-ce que l'armée impose? Qu'est-ce que c'est un État avec une armée? C'est une armée qui ne connaît pas les commandements, l'arrêt du Shabbat et l'arrêt des fêtes, parce qu'il faut protéger le pays 24 heures sur 24. Il faut être capable de pouvoir accepter ce pacte-là. Il faut être capable de dire on va prendre la voiture, même si il y a des commandements qui sont liés à la survie de l'État, à la raison suprême de l'État, qui obligent les militaires, quelles que soient leurs options personnelles. Ça, effectivement, on avait vu qu'une partie du sionisme religieux avait pu s'accommoder avec cette contrainte. Il faut entendre aussi qu'est-ce que le monde orthodoxe peut dire à ce sujet. Et ça, on n'a pas de vision claire, au fond, sur qu'est-ce que l'armée, dans la perception du monde ultra-orthodoxe. On ne peut pas se séparer. Des unités séparées, c'est la fin de salle. Ben Gurion a fait en sorte que les unités séparées militaires en 1948 soient autodissoutes et rentrent dans l'armée pour pouvoir créer l'unité nationale. Et en mettant aussi les orthodoxes de côté à ce moment-là. Ça, c'était effectivement son erreur historique. Myriam, une réaction ? Oui, moi j'avais tendance à penser comme ça aussi avant le 7 octobre. Maintenant, c'est un petit peu comme les femmes Haredi dans la high-tech. Nécessité fait loi. On en est au stade où moi, je prends la division sans femmes, je la prends. D'accord ? Je la prends pour permettre à nos autres réservistes de se reposer, d'être enfin un petit peu chez vous. Je ne sais pas si vous savez, Nathalie, mais aujourd'hui, on a une statistique que 42% des réservistes ont été soit limogés ou soit ont dû quitter leur travail depuis 1 an et demi parce que c'est pas tenable de faire 5, 6, 7, 8 tours de réserve depuis 18 mois. Donc à ce stade, on se débrouillera avec quelles que soient les conditions. Après, moi, parfois, je me pose des questions en lisant notamment le livre de Itzik. Est-ce que justement, c'est pas encore une fois les femmes, je l'ai déjà dit sur le plateau, des femmes la solution, c'est-à-dire que comme elles sont allées travailler dans des super métiers, super compétents, est-ce qu'elles n'iront pas à Tzahal finalement pour remplacer les hommes et comme ça on se débrouillera sans eux? Itzik, réponse à ce sujet en 2 mots. Est-ce que la solution elle viendra des femmes selon vous? שתי מילים. בסוף אני מקווה שכן. בעזרת השם, En fin de compte, j'espère que oui, avec l'aide de Dieu, oui. ואני אגיד רק משהו שהסיפור... Et je voudrais juste dire une chose. Quelle est notre histoire par rapport à l'État et par rapport à l'armée? Vous avez parlé de Shabbat, je ne pense pas que ce soit là le problème. Les Juifs ultra-orthodoxes travaillent au Magen David Adom, dans des organisations comme Zaka. Il n'y a aucun problème à violer la sainteté du Shabbat pour sauver des vies. Ça, tous les rabbins s'accordent à le dire. La question, c'est est-ce que les orthodoxes peuvent aller à l'armée et rester orthodoxes, garder leur culture, garder leurs caractéristiques? C'est la question fondamentale. Merci beaucoup, Itzik Crombie, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Quand les Haredim seront majoritaires. Merci d'avoir été avec nous. On va passer